Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais comme je ne suis pas très grand, les micros vont m'embêter. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci beaucoup à Mdoum et à Inde de m'avoir invité. Quand je suis invité, je refuse jamais, tellement on est bien avec vous. Alors, actualité sur le diabète, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de voir sur les 2 jours et demi de congrès qu'est-ce qui n'avait pas été traité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'orienter les actualités sur le foie. Alors, voici mes liens d'intérêt parce que je vais parler un peu de médicaments. J'aime bien commencer par qu'est-ce que c'est le diabète de type 2 en 2003, car je pense que ça montre le changement de paysage que représente la prise en charge du diabète de type 2 en 2023. D'abord, c'est une maladie extrêmement prévalente et comme ça a été abordé déjà dans ce congrès, vous savez qu'il y a eu des publications dans Lancet au mois de juin qui sont un peu péjoratifs vis-à-vis des pays du Maghreb concernant l'explosion du diabète avec des données relativement précises. Ça reste une maladie de la cellule bêta, de l'insulinosécrétion, qui est incapable finalement de faire face à l'apparition, à l'aggravation de l'insulinorésistance. Notre problème, c'est que c'est une maladie extrêmement hétérogène. Et si on prend par exemple le diabète de type 2 moyen, entre guillemets, ou classique ici, eh bien ça n'a rien à voir avec le diabète de type 2 qu'on peut observer en Angleterre ou en Scandinavie. On a des rapports qui montrent de plus en plus l'accès à la chirurgie bariatrique, en tout cas pour les patients qui sont en obésité, pour traiter le diabète et les maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque cardiovasculaires associés. Et puis, je ne vais pas aborder les nouvelles classes qui ont déjà été abordées ici, mais on a quand même dans notre musette maintenant 2 nouvelles classes thérapeutiques qui ont eu des effets complètement, je dirais, non prévus vis-à-vis de la protection cardiovasculaire et de la protection rénale. Je veux parler des inhibiteurs SGLT2 et des agonistes des récepteurs du GLP1. On parle également, ces 2 dernières années, de la rémission du diabète. Et il y a eu l'an dernier un papier dans Diabète Esquerre essayant de définir la rémission du diabète. Parce que quand on dit qu'il y a une rémission du diabète, eh bien, comme arrière-pensée, c'est arrêter le traitement antidiabétique. Alors, comme vous le savez, les diabétiques de type 2 sont à très haut risque cardiovasculaire, mais les choses, finalement, s'arrangent avec le temps. C'est ce que vous montrent ces données scandinaves, où vous voyez que, bien sûr, un diabétique de type 2, il est 2 fois plus à risque d'événements cardiovasculaires par rapport à la population contrôle à parier, mais vous voyez que ça va mieux avec le temps. Et quand on regarde en bas à droite, vous voyez que les hospitalisations pour problèmes cardiovasculaires diminuent plus chez les diabétiques de type 2 que chez les sujets contrôle à parier. Et ça veut dire une chose, c'est qu'on a raison d'avoir une approche thérapeutique multitarget, comme ça a été mentionné précédemment au cours du congrès, à la fois taper l'hémoglobine glyquée, taper le profil lipidique et taper l'hypertension artérielle. Alors ce meilleur pronostic coronarien, finalement, eh bien, est responsable de ce changement de paysage que représente maintenant la population diabète de type 2. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais pour nous, le cauchemar, médecin hospitalier, c'est les pieds diabétiques. C'est 20% des patients, maintenant, vont être hospitalisés pour une plaie diabétique, 10% seront amputés, et c'est 100% des hospitalisations de plus de 15 jours en France métropolitaine. Vous savez que l'insuffisance rénale terminale, c'est la première cause de dialyse. Le diabète représente la première cause de dialyse. Mais surtout, on voit apparaître des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection conservée
en dehors des épisodes de décompensation cardiaque et qui n'ont rien à voir avec l'ischémie coronarienne. 20% des malades. L'apnée du sommeil, évidemment, qu'il faut savoir dépister en fonction des études, 20 à 80% des patients. Bien sûr, quand c'est 80% des patients, c'est diabétique de type 2, obèse. Et puis il y a la NAFLD, l'hépatopathie métabolique, grosso modo 50% des patients. Et je vais en parler pour la suite de cet exposé. Je dirais la démence et le déclin cognitif, ça a été abordé au cours de l'exposé sur les agonistes des récepteurs du GLP-1 avec le dulaglutide. Et puis il y a les cancers. Nos patients font des cancers et je vais juste, pour moi c'est le lien entre la suite de cet exposé, c'est que vous voyez que ce soit le type 1 ou le type 2, eh bien il y a plus de cancers, en particulier du pancréas et du foie. Et dans cette étude-là, c'est les diabétiques étaient comparés à des non-diabétiques en longitudinal, et c'est des centaines de milliers d'individus, donc je pense que c'est une étude qui est extrêmement fiable. Alors pourquoi les cancers du foie? À cause de la NAFLD. La NAFLD est 2 fois plus fréquente chez les diabétiques de type 2. Alors ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2019, Younousi. Et quand on regarde les patients diabétiques de type 2 qui ont une NAFLD, eh bien, elle est beaucoup plus sévère chez les patients diabétiques de type 2. Vous voyez que on a à peu près 69% d'hépatite métabolique chez ces patients qui ont une NAFLD, et on a à peu près 17% de fibrose avancée F3, F4. F4, ça veut dire cirrhose. Et la différence qu'il y a entre F3 et F4, c'est les nodules de régénération. Donc, en fait, quand on regarde ces études, eh bien, les études épidémiologiques en population sont limitées par l'absence d'histologie. En général, ça repose sur le bilan hépatique ou sur l'échographie. Les études basées sur l'histologie sont limitées par des petites tailles d'effectifs et des définitions variables des cas. Et les indications de biopsie ne sont pas du tout standardisées. Ça dépend de l'humeur de l'hépatologiste avec lequel vous correspondez. Et la prévalence réelle de la NASH et de la fibrose avancée reste difficile à établir chez les patients diabétiques. Et là, je voulais vous parler d'un programme qui a été mis en place à Paris, qui s'appelle le programme Queen NASH, qui a été publié il y a quelques mois dans Diabetes Care, et en fait, qui part du principe qu'il faut s'occuper de la NAFLD chez nos patients diabétiques, car les conséquences sont redoutables. Non seulement ça évolue vers l'hépatite, mais également la fibrose avancée, mais surtout la cirrhose, puisque 10% des patients qui vont faire une NAFLD vont terminer avec une cirrhose, et comme vous le savez, la cirrhose fait le lit de l'hépatocarcinome hépatique. Donc, en fait, la fibrose avancée, quand on regarde les études épidémiologiques, est un facteur pronostic désastreux, enfin désastreux en tout cas, extrêmement délétère chez les diabétiques de type 2, puisque on voit que les diabétiques de type 2 meurent plus de maladies hépatiques, et également ceux qui ont une fibrose avancée, eh bien, ils meurent plus, quelle que soit la cause de la mortalité. On sait également qu'un diagnostic de NAFLD chez un patient diabétique de type 2 multiplie par 2 son risque cardiovasculaire. Alors je voudrais juste vous présenter ce programme Queen NASH. Initialement, ce programme, c'est d'essayer de voir la prévalence des lésions sévères hépatiques chez les patients avec un phénotype hépatique très limité. Et en fait, l'idée, c'était de leur faire en même temps que l'histologie, des imageries haute définition, des IRM et des échographies forte vitesse, pour essayer de voir si on ne pouvait pas s'exonérer par la suite de la biopsie hépatique. C'est ce qu'on appelle la biopsie virtuelle.
Et donc, il y avait 4 centres qui étaient impliqués dans cette étude, dont le nôtre. Il se trouve que c'est le nôtre qui avons le plus recruté parce que les hépatologues ont décidé de déménager chez nous. Et en fait, on proposait aux patients de faire une biopsie hépatique lorsqu'ils avaient plus de 30 d'ALAT chez l'homme et plus de 20 d'ALAT chez la femme. Pour les hépatologues, c'est pathologique, mais pour les laboratoires, on est encore dans des valeurs strictement normales. Et lorsqu'on avait ces taux limites de ALAT dépassés, 30 chez l'homme et 20 chez la femme, on proposait une échographie hépatique. Et si l'échographie hépatique retrouvait un foie brillant, correspondant à une stéatose hépatique, on proposait aux patients une biopsie. Alors ils ont, sur les 700 patients qui ont été screenés, il y en avait 500 qui correspondaient aux critères et 360 ont accepté d'aller, dans le cadre du soin courant, jusqu'à la biopsie hépatique. Eh bien, vous voyez, là, c'est assez impressionnant, puisque vous voyez qu'on a observé une NASH dans 58% des cas et une fibrose avancée F3, F4 chez 38% des individus. Et lorsque vous prenez F4, c'est-à-dire la cirrhose, eh bien, c'était 10% de nos patients. Alors, je voulais revenir sur ces patients, sur les caractéristiques de ces patients. Et vous voyez, ALAT, vous voyez qu'en moyenne, ALAT était, je dirais, subnormal, à 54 mini-unités, à 49, pardon, mini-unités par litre. Donc vous voyez que le phénotype hépatique chez ces patients est extrêmement modéré. Alors vous savez que les hépatologues qui s'ennuient maintenant parce qu'ils n'ont plus l'hépatite virale à traiter, c'est réglé maintenant l'hépatite virale, en dehors de l'hépatite delta, eh bien ils font des consensus basés sur le FIB4. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du FIB4, c'est un score biologique très simple qui repose sur l'âge, ASAT, ALAT et les plaquettes. Et ce FIB4 a été très bien validé dans des populations présentant des hépatites virales et ils ont utilisé ce score pour repérer les patients à risque. Alors on l'a fait chez nos 360 individus et on a essayé de voir si finalement ça prédisait comme il fallait la fibrose avancée. Eh bien vous voyez que dans notre étude, sur le 360 patients, eh bien, il y avait des faux négatifs chez 27% d'entre eux, c'est-à-dire un FIB4 normal chez le diabétique, alors qu'ils avaient une lésion avancée du foie. Et à l'inverse, chez ceux qui avaient un FIB4 très positif, eh bien, il y avait des faux positifs chez à peu près 32% des cas, c'est-à-dire suspicion d'une fibrose avancée ou d'une NASH, alors que cela n'existait pas à la biopsie hépatique. Donc, qu'est-ce que nous a appris cette étude? En dehors du fait que les lésions sévères chez les patients diabétiques de type 2 qui ont un phénotype hépatique très modéré, eh bien, c'est que le FIB4, d'abord c'était fréquent, que le FIB4 prédisait assez mal la lésion hépatique sévère, puisque la prédiction est que 33% pour la fibrose avancée, que lorsque vous rajoutez le modèle que nous, on avait mis en place dans notre étude, eh bien, vous prédisez de 45%. Et puis, si vous utilisez que le FibroScan c'est un échographe qui est utilisé que pour l'élasticité du foie. Et en fait, quand vous utilisez un FibroScan, ces infirmières qui font ça dans le service, eh bien, vous prédisez la fibrose avancée dans 58% des patients. Et lorsque vous ajoutez le modèle, parce que dans notre étude, on a pu voir que la fibrose avancée était associée au tour de taille et au HDL bas, eh bien, vous voyez qu'on ne gagne pas grand-chose par rapport au FibroScan seul. Donc le problème du FibroScan, qui est probablement un outil extrêmement important pour dépister les individus,
c'est que ça reste limité dans les centres de diabétologie. Alors nous, on a eu la chance d'être équipés depuis 2020. La plupart des diabétologues sont encore peu sensibilisés concernant les méthodes non invasives. Et finalement, la plupart des patients diabétiques de type 2 ayant une NAFLD-NASH ne sont pas diagnostiqués et ne sont pas adressés aux hépatologues et leur prise en charge n'est pas optimale. Donc, je veux juste vous illustrer par un cas clinique. C'est M. Bernard, vous voyez qu'il a 68 ans. Il est suivi dans le centre du diabète à la Riboisière depuis 2015. Vous voyez qu'il n'est pas gros. On croit toujours que c'est des patients qui sont en net surpoids, mais lui n'était pas gros. Et vous voyez qu'il est quand même hypertendu traité. Il est sous metformine et sous inhibiteur des PP4, également sous sulfamide. Il a présenté une goutte et donc il est sous allopurinol et il a une rétinopathie diabétique modérée, il n'a pas de néphropathie et il est en prévention primaire vis-à-vis des événements cardiovasculaires. Vous voyez sa biologie ici. Il est un peu au-dessus de la cible, mais ce n'est pas catastrophique, 7,6% d'hémoglobine glyquée, bon, une hyperglycémie modérée, une hyperglycémie à jeun qui est quand même élevée. Vous voyez que sa fonction rénale est normale. Vous voyez qu'il a un profil lipidique qui est celui qu'on observe chez les diabétiques de type 2. Et vous voyez qu'il a un bilan hépatique qui n'est pas normal, en particulier au niveau de la latte, qui est à 81 unités par litre. Là, il avait un syndrome inflammatoire et les plaquettes sont strictement normales. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire chez lui ? On verra ça dans la conclusion, mais chez lui, bien sûr, il faut éliminer une autre cause que la NAFLD. Ça doit être notre réflexe, en particulier, est-ce qu'il n'a pas une hépatite virale ? Tout ça était négatif chez lui. Donc, on lui a fait une échographie hépatique qui retrouvait un foie brillant. On lui a fait un fibroscan et vous voyez qu'il a plus de 8 kPa d'élasticité. Pour nous, c'est notre critère de suspicion. Et donc, ce patient a été référé à l'hépatologiste. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a de la fibrose, en particulier sinusoïdale. Et vous voyez, vous continuez à voir les vacuoles de graisse signant la stéatose hépatique. Et surtout, là, vous voyez à gauche des cellules ballonisées, c'est des hépatocytes ballonisés, et à droite, vous voyez un foyer de macrophages. Donc ce patient, il a une fibrose qui a été classée F2, et surtout, il a une inflammation très active avec le maximal de score qui est à 4. Et en fait, l'inflammation, c'est ce qui fait le lit de la fibrose. Alors, on ne connaît pas très bien l'histoire naturelle de la NAFLD dans le diabète de type 2. Ce qu'on sait, que c'est une histoire de graisse. C'est les patients qui mangent gras, ou en tout cas qui ont un tour de taille élevé, qui ont une adiposité viscérale importante. Ça alimente le foie en acide gras. Donc le foie est stéatosiste, et vous savez que la stéatose est reliée à l'insulinorésistance. Quand vous avez une insulinorésistance hépatique, eh bien, vous devenez hyperinsulinémique et l'hyperinsulinémie va aggraver la lipogénèse de novo, finalement réalisant un véritable cercle vicieux, et c'est comme ça que l'hépatite puis la fibrose s'installent. Alors, ce que vous montre cette diapositive, je vous demande de retenir juste deux choses, je ne vais pas aller plus loin dans les mécanismes, mais que finalement, il n'y a que deux molécules qui finalement favorisent la lipogénèse de novo, on peut en parler dans la discussion, c'est l'insuline et les sulfamides qui vont aggraver l'hyperinsulinisme et donc aggraver la stéatose hépatique. Et on a énormément d'arguments expérimentaux et cliniques pour le dire, alors que toutes les autres classes ont tendance à limiter la lipogénèse hépatique. Alors je vais reprendre un peu les différents médicaments, voir ce qu'on utilise pour traiter le diabète et voir ce que ça fait sur l'hépatopathie diabétique.
Alors la metformine, ça ne fait rien, mais ça ne fait pas de mal. Il y a eu quelques études qui ont montré un effet modeste sur la stéatose. Ce qu'on sait quand même, c'est que sur la sévérité de la fibrose ou la survenue de l'hépatocarcinome en cas de fibrose avancée, il y aurait un petit effet protecteur. Mais il faut retenir que finalement, ça ne fait rien. Qu'est-ce que font les analogues du GLP-1 ? Je crois pouvoir dire que c'est la seule classe qui a été testée avec des biopsies hépatiques avant et après. Grosso modo, que ce soit avec le liraglutide que vous avez ici ou le sémaglutide, une fois par semaine, eh bien on diminue l'inflammation, très clairement, mais on n'a pas de données vraiment sur la régression de la fibrose. Donc, diminution de la stéatose et de l'inflammation, rôle de la perte de poids extrêmement important, puisque on sait qu'on obtient les mêmes résultats chez les très gros qui ont une chirurgie bariatrique, et il n'y a pas là d'effet sur la fibrose. Alors, les inhibiteurs de SGLT2, on commence à avoir des données de plus en plus nombreuses, montrant que sur des marqueurs indirects de NAFLD, il y a une amélioration. C'est diminution de la LAT, diminution de la quantité de graisse évaluée par RMN spectroscopique. Alors, il y a une étude chez le japonais montrant que ça diminuait l'inflammation, voire la fibrose, mais c'était un petit groupe d'individus et ça demande à être confirmé. Alors, je voudrais terminer par des considérations pratiques. Je suis médecin en charge d'un patient diabétique. Deux situations, le patient présente des anomalies du bilan hépatique, gamma-GT élevé, ALAT élevé ou ASAT élevé. Le patient ne présente pas d'anomalie du bilan hépatique. Alors, je voudrais rappeler quand même que ce qui est au cœur de notre métier de diabétologue, c'est lorsqu'il existe des anomalies du bilan hépatique, ça peut nous orienter vers une cause de diabète. Je vous rappellerai quand même que l'histoire familiale et le début précoce du diabète, qui peuvent évoquer un MODY 3 ou un MODY 5, il y a quasiment toujours, lors du MODY 3 et du MODY 5, des anomalies du bilan hépatique qui sont en règle très modérées. Donc peut-être que ça peut être un argument en faveur de reconsidérer l'étiologie du diabète. Si histoire familiale de surcharge sphérique, évidemment, pensez à l'hémochromatose avec un tropisme sur le foie, et ça donne des anomalies du bilan hépatique. Anomalie clinique de la distribution de tissu adipeux corporel, ça c'est les syndromes lipodystrophiques, c'est vraiment un contexte particulier, on ne peut pas se tromper. Sujet jeune avec mauvais contrôle glycémique, on est plutôt dans une histoire de diabète de type 1, c'est le syndrome de Mauriac, je ne sais pas si vous en avez, mais c'est terrible le syndrome de Mauriac, c'est jeunes qui sont très déséquilibrés, qui ont un gros foie, qui sont en général, qui restent prépubères très longtemps. Et puis, lorsqu'il y a des patients en mauvaise condition, en situation catabolique, avec un mauvais contrôle glycémique, et avec un certain âge, il faut toujours se poser la question d'une pathologie pancréatique, et en particulier d'un cancer. Donc, une fois que vous avez réfléchi sur l'étiologie du diabète, et que ça reste un diabète de type 2 dans notre définition actuelle, eh bien, il faut éliminer une autre pathologie hépatique. C'est l'hépatite virale, l'hépatite auto-immune, la toxicité médicamenteuse, en particulier les statines, il faut s'en méfier. Et puis, nous, sous les conseils des hépatologues, ils nous ont demandé de rechercher systématiquement un déficit en alpha-antitrypsine et une maladie de Wilson. Et sur les 700 qu'on a fait, on a eu 0 diagnostic, donc on ne le fait plus. Et puis, il faut aller directement sur l'élastométrie avant ou après une échographie hépatique. Et si l'élastométrie est supérieure à 8 kPa, à ce moment-là, c'est en faveur d'une fibrose avancée et il faut adresser le patient à l'hépatologue. Alors, lorsqu'il n'existe pas d'anomalie du bilan hépatique, eh bien, il faut savoir dépister la NAFLD par FIB4 ou par anomalie du bilan hépatique annuel. Nous, on ne fait pas le FIB4 parce qu'on se base sur ALAT. Et puis surtout, ce qui doit porter l'attention, c'est dès qu'on a un patient métabolique. Ce qu'on appelle un patient métabolique, c'est un patient qui est
dont on suspecte une insulino-résistante importante, une obésité centrale, donc avec un tour de taille important, une hypertension, dyslipidémie. Et puis chez ceux qui sont insulinés, ceux qui sont sous forte dose, hein, plus de unité kilojour d'insuline chez un patient, ça suggère une pathologie hépatique. Si le foie est brillant à l'écho et l'élastométrie, nous on ne fait plus d'écho maintenant avant, et bien sûr, si l'élastométrie est supérieure à 8 kPa, eh bien, il faut adresser le patient à l'hépatologue. Alors le traitement de la NASH chez le patient diabétique de type 2, c'est évidemment modification du mode de vie. C'est ce que nous disaient les hépatologues avant. Ils nous disaient, tu m'embêtes avec ton patient, fais-le maigrir et contrôle son diabète. Maintenant, ils ne disent plus ça. Mais ça reste vrai que l'alimentation équilibrée, surtout l'activité physique, comme le canard. Hein. Le canard, avant de migrer, il a un foie gras. Et puis au moment de la migration, quand il a terminé sa migration, il a un foie qui est absolument non stéatosique. Perte de poids, évidemment, pas d'alcool, ce n'est pas un problème dans ce pays, je crois. Continuer la metformine, ça ne fait pas de mal. Pensez à la chirurgie bariatrique, je ne vous ai pas montré les données par manque de temps si le patient est obèse. Et puis, bien sûr, il faut tenir compte des comorbidités associées. Mais je pense que s'il y a un médicament à privilégier, c'est les agonistes des récepteurs du GLP-1. Si bien sûr il y a une maladie rénale ou une insuffisance cardiaque, il faudra privilégier les inhibiteurs SGLT2, mais on n'a pas encore de preuve histologique que ça marche pour la NAFLD chez le diabétique. Et puis bien sûr, et je terminerai sur le cas de Bernard, il est sous sulfamide, il faudra lui arrêter les sulfamides qui entretiennent la stéatose, donc le processus physiopathologique de la NAFLD. Et bien sûr, il faut surveiller le patient en concertation avec les pathologues, parce que quand vous diagnostiquez un F3, F4, eh bien, il faut faire une échographie hépatique tous les 6 mois, il faut faire une fibroscopie gastrique à la recherche de varices œsophagiennes, et donc on est là, on rentre dans la maladie hépatologique qui nécessite une prise en charge hépatologique. Alors je voudrais juste vous dire un peu comment on est organisé à la Riboisière. On a la chance d'avoir un centre multidisciplinaire avec des hôpitaux de jour. Alors je sais que vous n'avez pas, c'est pas dans votre habitude d'avoir des hôpitaux de jour. L'intérêt de l'hôpital de jour, c'est que c'est un forfait. Et en fonction du forfait, vous pouvez faire plus ou moins de choses. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un néphrologue. Donc, le néphropathe, il viendra en hôpital du jour le mardi. 3 jours par semaine, on a un ophtalmologiste. Donc, le patient rétinopathe ira ces jours-là en hôpital de jour. Et on a maintenant des hépatologues, le professeur Valla et les professeurs Castera, qui consultent aussi 2 jours par semaine. Et donc, ils sont là. Donc, on a maintenant un circuit quasiment systématique pour le dépistage. Et ce circuit, il a été systématique pour une cohorte de patients diabétiques de type 2 que l'on a. Vous avez ici notre file active de diabétiques de type 2, c'est plus de 8000 individus. Et 6000 sont en hôpital de jour. Et on a une cohorte, Ange-Joseph, où on a 4800 patients. Et ce que je voulais juste, je vais terminer là-dessus, c'est que lorsque l'on fait le fibroscan de manière systématique, eh bien, chez nos patients, donc sans a priori, eh bien, on est capable de retrouver des individus qui ont une NASH, qui ont également une fibrose avancée, et lorsque le fibroscan est à plus de 8 kPa, eh bien, on leur a proposé une biopsie hépatique, et vous voyez qu'on retrouve 11%, je crois que c'est là, on retrouve 30% de fibrose avancée, et on a trouvé une cirrhose chez 45 individus, donc c'est 10% des biopsiés, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Donc la conclusion, c'est que
paysage, le paysage du diabète de type 2 s'est enrichi, entre guillemets, d'une comorbidité supplémentaire. C'est la fibrose avancée, l'hépatite et la fibrose avancée, que comme il l'a été suggéré par notre collègue de la NAM, de l'agence de médicaments, eh bien que on va à l'ère de la coopération interdisciplinaire encore plus que jamais entre le médecin généraliste, le diabétologue, le cardiologue, le néphrologue et puis maintenant les pathologues. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.